Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire. Je suis ravie de vous retrouver pour évoquer avec vous les mesures France Ruralité consacrées à la culture. Alors, donc, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Comme d'habitude, quelques petites consignes. Si vous avez des difficultés techniques, je vous invite à nous en faire part dans le chat à droite de votre écran. Et pour que je puisse relayer les questions que vous vous posez à nos intervenants, je vous invite à les poser dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnes, deux représentants du ministère de la Culture. Tout d'abord, Valérie Travier, chef de bureau de la lecture publique. Bonjour Valérie. Et Bonjour. Guillaume Join, donc adjoint à la chef du département des territoires et tous les deux donc au ministère de la Culture. Bonjour Guillaume. Donc après Bonjour. avoir présenté à plusieurs reprises le plan France Ruralité dans sa globalité lors du premier rendez-vous le 5 février dernier, puis être revenu plus en détail sur les mesures mobilité et santé, on a aujourd'hui voulu vous proposer un quatrième et dernier rendez-vous consacré aux mesures de la culture, en faveur de la culture. Alors je tiens d'ores et déjà à nous excuser et à excuser les collègues en charge des ruralités côté ANCT, avec qui nous avions prévu de vous présenter les mesures sécurité et appui aux collectivités. Ces derniers sont malheureusement retenus sur quelques urgences. Aussi, nous n'aborderons pas ce sujet, mais nous vous inviterons pour cela à vous référer du coup au guide. Sachez que tout événement ou webinaire de présentation de ces mesures spécifiques, eh ben, vous les relayerons, évidemment, afin que vous puissiez en prendre plus ample connaissance. Donc l'action culturelle, puisque vous êtes là aujourd'hui, vous savez que c'est un élément essentiel au développement local et qui contribue fortement à l'attractivité de nos territoires, mais aussi à la cohésion sociale dans les territoires ruraux. Et ce plan France Ruralité donc, accompagne et renforce les moyens des collectivités, et notamment celles en faveur de zones rurales, en déployant un certain nombre de mesures qui sont à la fois en soutien à l'entretien du patrimoine national, mais aussi également en faveur d'un égal accès à la culture dans les territoires ruraux. Donc, tout ça, ça fait un peu aussi écho au printemps des ruralités que la ministre de la Culture a récemment lancé, qui est donc une consultation nationale sur la vie culturelle en milieu rural. Cette consultation qui dure 2 mois a pour objectif de recueillir les idées et les propositions des acteurs concernés et de l'ensemble des citoyens sur la vie culturelle dans les territoires ruraux. Donc, tout à chacun peut contribuer, habitants, représentants des collectivités, acteurs culturels et du monde associatif sont invités à participer à cette consultation. Vous trouverez le lien dans le chat comme nous l'a indiqué l'équipe, c'est parfait. Je vous propose du coup sans plus attendre de vous entendre, Guillaume et Valérie, sur les mesures de la culture, en faveur de la culture, pardon, et nous aurons, comme d'habitude, un large temps de questions-réponses, pardon, pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Je crois que c'est Guillaume Join qui débute. Guillaume, je vous en prie. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à l'ANCT de nous avoir proposé ce webinaire pour venir présenter effectivement les mesures culture qui s'inscrivent dans le cadre du plan France Ruralité. On fera ça donc à deux voix avec ma collègue euh, Valérie Travier pour la mesure qui concerne plus spécifiquement la lecture publique et les bibliothèques. Et puis je vous présenterai quant à moi les trois autres mesures fortes qui ont pu ressortir dans le cadre de France Ruralité. Comme vous le savez sans doute, le plan France Ruralité il fait suite notamment à la consultation qui avait pu être mise en place dans le cadre de l'agenda rural. Euh, et effectivement, donc dans le chapitre consacré à la culture, nous retrouvons un bloc de 4 mesures fortes relatives au secteur culturel, chacune de ces 4 mesures venant se décliner en, euh, en sous-mesures ou en axes de travail plus particulièrement, et c'est un petit peu l'objet du coup de notre présentation aujourd'hui. La première mesure culturelle du plan France Ruralité, elle concerne la mise en place d'un plan en faveur de l'ingénierie culturelle en ruralité, et elle vient s'accompagner de cinq sous-mesures ou de 5 axes voilà, de travail ou de mise en œuvre. L'accompagnement
d'un projet culturel de territoire ou deux projets culturels de territoire au pluriel par un VTA culture, donc un volontariat territorial en administration, qui peut être mobilisé sur des missions culturelles. Ça peut donc ces VTA peuvent être ou pourraient être mobilisés sur des missions qui peuvent concerner l'animation culturelle d'un territoire, le développement culturel ou la médiation culturelle auprès d'une collectivité, la coordination ou la médiation d'une microfolie dans le cadre d'une ouverture prochaine d'une microfolie ou dans le cadre d'une microfolie qui aurait déjà été ouverte, la coordination ou la médiation culturelle d'un tiers-lieu euh, dans les collectivités rurales et dans les communes rurales, euh, la coordination ou la médiation également culturelle dans le cadre de circuits de cinéma itinérants, dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine culturel rural et local, ou d'autres cas, évidemment, qui peuvent toucher le secteur culturel. En relation et en relation de travail avec la NCT, euh, on a eu la possibilité et la chance d'avoir cette ouverture de la part de la NCT de ce levier d'ingénierie que sont les VTA pour essayer d'améliorer ou de développer encore plus et de mobiliser encore plus les VTA consacrés à des missions culturelles dans le cadre de France Ruralité. Le deuxième sous-mesure, c'est l'accès des communes rurales et des EPCI ruraux à des webinaires d'information sur l'ingénierie culturelle, notamment dans le cadre de programme Village d'avenir et des chefs de projet Village d'avenir qui ont été ou qui sont encore en train d'être nommés, à moins que tous aient été nommés, mais je ne crois pas encore, donc totalement. Donc on travaille avec la NCT justement sur un programme, ou en tout cas une programmation de webinaires spécifiquement aussi dédié à ce, à ce dispositif Village d'avenir et faire profiter effectivement les, notamment les chefs de projet Village d'avenir à, à, ce, à ces programmes de webinaires dédiés à la fois aux mesures France Ruralité, mais plus largement peut-être aussi à l'ensemble des dispositifs et des leviers disponibles au niveau local pour les communes rurales. Euh, travaille également, pour votre information, à un programme de formation qu'on souhaiterait mettre en place avec une ou deux associations d'élus représentatifs des communes rurales pour essayer d'avoir un axe de formation sur le second semestre 24 et premier semestre 2025, programme de formation des élus ruraux aussi sur la dimension culturelle. On est en train de travailler à ça avec, encore une fois, une ou deux associations, peut-être trois associations représentatives des collectivités rurales. La troisième sous-mesure, c'est l'accompagnement des projets patrimoniaux et culturels des collectivités territoriales bénéficiaires du programme Village d'avenir. On revient un petit peu à voilà, ce que je disais tout à l'heure sur la possibilité à ces chefs de projet Village d'avenir de pouvoir bénéficier de webinaires d'information. Ils bénéficieront évidemment, mais comme vous en bénéficiez aussi hein, sur le terrain, évidemment de l'expertise et des conseils des directions régionales des affaires culturelles, hein, qui, vous le savez aussi bien que moi, sont l'organisme ou l'instance vraiment opérationnelle au plus près des territoires dans l'ensemble des régions. Je pense que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, soit au courant, soit en contact déjà avec ces DRAC sur tel ou tel projet. La quatrième sous-mesure, c'est l'accompagnement d'un projet culturel de territoire, deux projets culturels de territoire au pluriel dans le cadre d'un fonds d'innovation territoriale. Le fonds d'innovation territoriale est un dispositif que le ministère de la Culture a mis en place il y a 2 ans pour venir soutenir des projets de lieux intermédiaires, pour venir soutenir des amorçages de projets culturels de territoire, des projets également, des missions relatives à l'ingénierie culturelle, à la participation des habitants. Comme son nom l'indique, l'objectif était de pouvoir soutenir des projets innovants et parfois expérimentaux qui participent de la démocratie culturelle, de la participation des habitants, des lieux intermédiaires autres que le réseau des tiers-lieux
qui pouvaient être soutenues dans le cadre que ça soit dans le cadre d'abord des dispositifs existants de la NCT sur le sujet ou dans le cadre de l'Association nationale France Tiers-Lieux. Donc ce fonds d'innovation territoriale est un fonds qui est doté de 5 millions d'euros par an, avec de nombreux projets qui s'étalent sur parfois 2 et 3 ans. Donc il se trouve qu'en 2024, il y a évidemment de nombreux projets qui ont été déjà soutenus la dernière et qui le seront de nouveau cette année. Je dis ça parce que du coup, l'enveloppe disponible n'est pas entièrement de 5 millions d'euros, mais elle est effectivement un petit peu moindre pour le financement de nouveaux projets. Et il a été effectivement décidé d'orienter spécifiquement et plus volontairement ce fonds d'innovation territoriale vers les communes rurales en 2024 dans le cadre de la mesure France Ruralité. Et je précise qu'il y a déjà il y a eu en 2023 97 projets qui ont pu toucher les milieux ruraux, enfin en tout cas les territoires ruraux, pour un montant de soutien à hauteur de 2 millions d'euros de budget, et que sur ces 97, 91 se poursuivent en 2024, touchant donc des communes rurales. Là, ce sont effectivement les directions régionales des affaires culturelles qui sont à la main de ce fonds d'innovation territoriale, qui font ensuite remonter des projets qui sont ici au niveau central et au niveau du ministère de la Culture, ensuite arbitrés par, par le cabinet de la ministre et par la ministre elle-même, l'ancienne ministre, qui elle-même regardait attentivement les projets. Donc là aussi, hein, la fenêtre le dispositif est ouvert si de votre connaissance, il y a effectivement des projets innovants et un peu expérimentaux qui pourraient être intéressants de faire remonter au DRAC ou de proposer au DRAC, n'hésitez donc pas, puisque ça fait partie effectivement aussi de cette sous-mesure liée à l'ingénierie culturelle. La dernière sous-mesure, c'est l'accès renforcé aux actions hors les murs des labels de création du ministère de la Culture. Cet accès renforcé, il fait suite à une mission de l'inspection générale des affaires culturelles relative aux missions des labels. Donc, les labels du ministère de la Culture, ce sont les établissements culturels labellisés par le ministère de la Culture, hein, quelle que soit la dimension de leur activité, qu'elle soit patrimoniale ou création, mais en l'occurrence, là, on est plus sur l'axe création, les labels de création, hein, je pense notamment aux scènes conventionnées, aux scènes nationales, par exemple. Et un effort particulier sera mis en place cette année. On est encore un petit peu en train de le travailler avec les conseillers création, donc des DRAC, puisqu'il fera l'objet d'une discussion lors de leur prochain séminaire de conseillers création. C'est à l'ordre du jour de leur prochain séminaire du début du mois d'avril, pour essayer de voir comment les labels du ministère de la Culture peuvent faire plus en direction des territoires ruraux. Ça passe par d'itinérance et davantage d'itinérance. Ça passe par de l'action hors les murs et plus d'action hors les murs. Ça passe par de la résidence artistique en commune rurale portée par des labels du ministère de la Culture et des labels de la création. Ça peut passer par du jumelage entre établissements culturels, rural, local et labels du ministère de la Culture. Voilà, on est en train évidemment d'envisager toutes les pistes possibles. Donc là aussi, si de votre côté et du terrain que vous vivez au quotidien, il y a des expériences ou des choses que vous voudriez faire remonter ou partager, nous sommes évidemment preneurs, puisque c'est en train d'être vraiment mis en place pour ensuite envoyer un signal fort à la fois aux conseillers création des DRAC et ensuite des labels du ministère de la Culture, label création du ministère de la Culture dans cette direction. Voilà pour la partie ingénierie culturelle qui est copieuse et qui suscite de nombreux à la fois débats et puis demandes. Hein. Vous savez aussi bien que nous, voilà, l'ingénierie culturelle en territoire rural est une problématique importante. C'est une des thématiques principales qui remonte notamment dans le cadre des consultations de printemps de la ruralité qu'Emmanuel vous citiez. Donc on sait que c'est une attente forte et on essaye, voilà, avec les collectivités territoriales évidemment et avec la NCT de tenter d'y répondre le
moins mal possible par des pistes et des réflexions et des pistes d'action mises en place. Mmh. La deuxième. Guillaume, peut-être vous relayer une question avant que vous passiez à l'autre sujet. Un interlocuteur est à la recherche d'exemples finalement de projets qui auraient pu bénéficier justement du FIT. Est-ce que vous auriez dans vos tablettes, là, assez spontanément, quelques exemples qui vous viennent en tête? Oui, oui, il y a eu beaucoup de projets dans le cadre du FIT. Je pense à un projet, euh, je pense à un projet près d'Albertville, euh, sur un lieu intermédiaire porté par une commune à une trentaine de kilomètres d'Albertville, un lieu intermédiaire qui était ni un lieu labellisé, qui n'était pas identifié comme un tiers-lieu, qui n'avait pas bénéficié d'une fabrique de territoire, par exemple, qui n'était pas une médiathèque non plus au sens strict du terme, mais qui avait voilà, une volonté d'être un lieu intermédiaire pour de l'accueil de résidences d'artistes en partenariat avec le Dôme à Albertville, qui est lui un lieu conventionné de l'État, en l'occurrence, et qui a pu bénéficier de ce fonds d'innovation territoriale pour investir ce lieu et le financement de projets effectivement directement dans ce lieu. On a pas mal d'autres, d'autres exemples. On pourra vous mettre les liens parce qu'on communique assez souvent sur ce fonds d'innovation territoriale, donc sur le site du ministère de la Culture ou auprès des DRAC d'ailleurs. Mais effectivement, sur les 97 projets dont je vous parlais l'année dernière, euh, donc 97 ont concerné des territoires ruraux. Mmh. Voilà, je pense aux lieux intermédiaires, je pense à l'accompagnement en ingénierie dans le cadre de contractualisation, par exemple, avec des collectivités territoriales, puisque les DRAC, mais ça, je pense que nos interlocuteurs le savent, les DRAC mettent en place un certain nombre de conventions, de contractualisation, notamment autour de l'éducation artistique et culturelle avec les collectivités territoriales. Voilà, le FIT a pu aussi venir, Mmh. venir financer ça. Voilà, on parle aussi de participation des habitants avec des démarches liées au droit culturel, par exemple, des expérimentations dans ce secteur-là qui ont pu bénéficier du FIT. D'accord, c'est tout à fait intéressant le dernier point que vous évoquez, puisque on lance la semaine prochaine une saison thématique sur l'engagement et la participation citoyenne. Donc, ça trouve écho avec ce que vous dites à l'instant, et on cherchera à mettre en évidence effectivement les projets ou les jolis projets qui ont pu d'ores et déjà émerger à ce fond à l'occasion du dépôt aussi du replay du présent webinaire. Pardon, je vous laisse poursuivre. Je poursuis alors plus rapidement sur les mesures qui concernent la protection du patrimoine religieux, euh, puisque donc deux sous-mesures euh, sont issues de cette mesure globale sur la protection du patrimoine religieux, qui, on le sait, est une attente très forte au niveau local et rural de la part notamment des élus. Hein. C'est un enjeu important là aussi. Je citais tout à l'heure l'ingénierie dans les remontées de la consultation en cours sur le printemps de la ruralité. L'autre élément fort, c'est effectivement la dimension patrimoniale. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet en sachant que donc ça concerne deux actions, une sur la protection du patrimoine religieux au titre des monuments historiques, avec une amélioration des conditions de la sauvegarde du patrimoine religieux grâce à de nouvelles mesures d'inscription ou de classement au titre des monuments historiques, donc de ces biens, en l'occurrence de ces biens religieux, notamment évidemment dans les communes rurales. La deuxième sous-mesure étant la collecte nationale en faveur du patrimoine religieux qui est portée par la Fondation du patrimoine. Il y a deux fiches pratiques qui ont été rédigées par donc la Direction générale du patrimoine du ministère de la Culture, qui sont à votre entière disposition pour évidemment vous les transmettre. Deux fiches vraiment pratiques d'explication plus éclairées, plus détaillées, de mise en œuvre de
mesures. Donc, au lieu de vous en faire une synthèse ou de les lire, voilà, voilà, autant vous les communiquer. On pourra vous si ce n'est déjà fait, les transmettre à travers, par l'intermédiaire de ce webinaire. Et sur l'une d'entre elles, vous avez, mais là aussi, ce sont peut-être des réseaux et des contacts que vous avez déjà identifiés. Il y a effectivement tous les contacts donc, des conservations régionales des monuments historiques dans les DRAC, qui sont là aussi la porte d'entrée, évidemment, et le contact privilégié le plus direct pour les projets liés à ces mesures sur la protection du patrimoine religieux. On en vient à une troisième mesure, et là je laisserai la parole à Valérie sur le renforcement des contrats départementaux lecture. Oui, merci Guillaume. Donc, vous le savez sans doute, hein, les bibliothèques et les médiathèques sont le premier service culturel de proximité. Il y a en France plus de 15 500 bibliothèques territoriales. Nous venons d'ailleurs, le service du livre et de la lecture du ministère, de publier un atlas des bibliothèques territoriales que vous trouverez facilement auprès des bibliothèques départementales. Et c'est justement dans le cadre donc, de France Ruralité et dans le cadre donc d'une stratégie que nous avons intitulée Lecture et territoire, que nous nous appuyons fortement justement sur ces bibliothèques départementales. Alors, je fais malgré tout un petit aparté concernant donc le fait que sur ces 15 500 bibliothèques, il y en a plus de 8 000 qui sont en fait des points lecture, c'est-à-dire des bibliothèques qui peuvent être d'ailleurs, qui sont naturellement rurales, mais qui en plus peuvent être très souvent incluses dans un réseau, mais animées par des bénévoles. Et il y a en France plus de 70 000 personnes qui sont bénévoles dans les bibliothèques territoriales pour environ 100 000 personnes qui y travaillent en tout. Vous voyez que les bibliothèques sont non seulement un service culturel de proximité, mais c'est un service qui fait participer la population à l'élaboration de ces programmes et de ces services. Donc, la stratégie lecture et territoire, elle s'appuie beaucoup sur les bibliothèques territoriales, sur les bibliothèques départementales, hein. Ces bibliothèques départementales, en 2018, nous avions déjà développé une contractualisation avec les départements à titre un peu expérimental, si vous voulez, puisque c'était un forfait qui était accordé aux départements autour justement plutôt de la programmation et de l'animation culturelle à diffusion des plus petites communes du réseau départemental, hein. Les bibliothèques départementales, en général, animent et travaillent avec des réseaux dans des villes, dans des communes jusqu'à 10 000 habitants maximum. Un de nos axes est justement l'extrapolation un peu vers d'autres villes, vers des petites villes, puisque ce sont souvent les petites villes qui sont en plus grande difficulté pour trouver des personnels, des ressources numériques, des moyens pour développer les services des bibliothèques. Donc, nous avions expérimenté cela en 2018. Et donc, à partir de 2024, nous avons obtenu des crédits supplémentaires, plus d'1 million d'euros, 1 200 000, pour étendre, alors d'une part, étendre en nombre ces contrats départementaux. Pour l'instant, il y a 69 départements qui ont contractualisé il y a 69 contrats, pardon, pour 71 départements, puisque vous savez qu'il y a 2 cas dans lesquels il y a eu des fusions de départements. Donc 69 contrats, 71 départements embarqués dans cette première mouture des contrats départementaux. Aujourd'hui, donc, d'une part, nous allons essayer d'atteindre une quasi-exhaustivité. Nous sommes très confiants car nous avons déjà une douzaine de futurs contrats qui vont être signés en 2024. Donc, à ce rythme-là, on atteindra, je pense, en effet, cette quasi-exhaustivité. Et puis, extension aussi des actions qui sont éligibles dans le cadre de ces contrats. Alors, il y a un certain nombre, déjà, nous financions des coordinateurs de réseau au niveau départemental et nous sommes prêts aujourd'hui dans cette nouvelle mouture de contrat départemental à financer également des conventions entre des départements et des plus petites intercommunalités qui auraient besoin aussi de coordinateurs pour essayer justement de structurer la lecture publique sur un territoire rural.
Nous allons également soutenir l'élargissement des services de ces bibliothèques départementales à des petites villes, jusqu'à 50 000 habitants, selon justement des conventions qui seraient signées volontairement par ces villes. Et puis, il y a un certain nombre, nous essayons vraiment beaucoup de pousser les départements à travailler en transversalité. La bibliothèque départementale, c'est souvent un service qui est à la jonction de beaucoup d'autres services, de la jeunesse, de l'éducation, des services sociaux. Et donc, nous allons rendre éligible dans ces contrats départementaux aussi toute forme d'action qui intervient sur le champ social. De la formation des collègues d'autres directions ou d'autres services départementaux pour que justement ils puissent diffuser de la lecture auprès des personnes âgées, des personnes en conditions de précarité, des personnes en situation d'illettrisme également. Dans ces contrats, il peut y avoir aussi justement la mise en place de dispositifs qu'on appelle des dispositifs de facile à lire, c'est-à-dire du mobilier, des collections pour attirer vers la lecture des personnes qui sont en difficulté de lecture. Et vous le savez, l'illettrisme, c'est un fléau qui n'est pas seulement lié à des zones périurbaines, c'est beaucoup quelque chose qu'on rencontre dans les communes rurales et souvent de manière tout à fait difficile à repérer, avec des gens qui, en effet, n'osent pas dire qu'ils sont dans ces difficultés de lecture. Beaucoup donc de situations, d'actions éligibles pour les personnes âgées, beaucoup, je l'ai dit, mais beaucoup pour la jeunesse également. Et ce sont les départements, dans le cadre aussi de ces contrats départementaux, qui développent des dispositifs tels que Première Page, qui sont des actions de festivals, de formation, de livres de naissance auprès des familles et pour les bébés lecteurs. Hein. On commence à s'intéresser aux livres en tant qu'objet culturel dès le plus jeune âge. Et puis aussi un dispositif qui s'appelle Des livres à soi, qui visait jusqu'à présent beaucoup plutôt les quartiers politiques de la ville, mais qui s'étend aujourd'hui beaucoup dans les communes rurales, où ce sont les familles qu'on essaie de sensibiliser à la lecture et à la lecture pour qu'il y ait également dans toutes les familles un embryon au moins de bibliothèque. Donc, vous voyez, beaucoup d'actions sont éligibles. Tout cela, ça se passe via les DRAC, bien sûr, hein. Ce sont des crédits qui sont délégués en DRAC. Et dans le cadre également de cette stratégie lecture et territoire, nous mettons l'accent sur de la lecture là où il y en a moins, et en particulier dans les centres aérés, dans les centres de loisirs, dans les accueils périscolaires, via justement, alors soit parce que les collectivités vont déposer des projets auprès des DRAC justement pour faire en sorte qu'il y ait des animateurs formés auprès des enfants pour que la lecture apparaisse aussi dans les centres aérés et dans les centres de loisirs, soit également via des fédérations d'éducation populaire qui sont très impliquées déjà dans ces centres aérés, dans ces centres de loisirs. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'actions qui sont vraiment au niveau du département, mais aussi au niveau des intercommunalités qui bénéficient également d'un autre type de contrat, qui sont les contrats territoire lecture, mais qui existaient là depuis plus longtemps. Voilà ce que je peux vous dire de manière très rapide. On vous a signalé qu'il y a donc un vadémécum qui a été établi justement pour aider les collectivités à s'approprier la mesure en particulier qui concerne les contrats départementaux. Ce vadémécum a été largement diffusé auprès non seulement des DRAC, des conseillers livre et lecture qui sont à votre disposition, mais aussi de toutes les associations et de toutes les fédérations d'éducation populaire qui sont très impliquées dans la lecture en milieu rural. Voilà ce que je peux dire très rapidement et je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Oui, il y en a, je vous les relayerai. Guillaume, Merci. je vous laisse Merci. terminer sur le dernier sujet. Oui, merci Valérie. Dernier sujet, dernière mesure, c'est le soutien renforcé aux microfolies, notamment dans les territoires ruraux. Euh, les microfolies, comme vous le savez, hein, sans doute, sont des musées numériques qui viennent embarquer de très nombreux contenus issus à la fois de collections nationales, mais issus également de collections régionales et de collections internationales. Ce sont des dispositifs donc innovants, relativement souples, qui viennent s'installer dans des lieux d'implantation très diverses, hein, des médiathèques, des lieux patrimoniaux,
certains commerces en reconversion, des centres culturels, par exemple, des lieux labellisés, des scènes nationales, des halls de théâtre, pour citer quelques exemples. Aujourd'hui, l'état du déploiement nous donne le chiffre de 425 microfolies ouvertes sur l'ensemble du territoire national. 193 de ces 193 microfolies sur ces 425 se situent dans des territoires ruraux et 141 sont dans des petites villes de demain. Donc vous connaissez, je suppose, par conséquent bien ce dispositif des microfolies qui continue de se déployer, notamment grâce à l'appropriation forte des préfectures de région et ensuite des préfectures de département, pour notamment mobiliser des moyens préfectures liés à l'investissement pour aider les collectivités territoriales et les communes rurales à investir en moyens de fonctionnement, notamment pour tout ce qui concerne l'équipement, puisque de très nombreux appels à projets régionaux mis en place par les préfectures de région ont permis comme ça à de très nombreuses collectivités de pouvoir s'équiper des équipements nécessaires pour pouvoir accueillir une microfolie. Et je dirais, donc il y a un objectif qui est affiché d'arriver à au moins 200 microfolies en milieu rural. Comme je vous l'indiquais, on est déjà à 193, donc je pense qu'on n'aura pas trop de mal à répondre à l'objectif. Mais évidemment, le déploiement se poursuit parce qu'il s'inscrit aussi dans une politique prioritaire du gouvernement et on a un objectif d'en ouvrir 700 au niveau national et global d'ici la fin de l'année 2026. Donc on continue évidemment d'accompagner très fortement ce dispositif qui est, comme vous le savez également, piloté et mis en œuvre par l'établissement public de la Grande Halle de la Villette. Et un dernier mot sur les microfolies, je voudrais insister un tout petit peu sur la dimension régionale et locale des contenus. Il a eu au début de l'aventure microfolie, l'intégralité des contenus étaient plutôt des contenus nationaux, pour pas dire parisiens, ou parisiens pour pas dire nationaux, puisqu'ils venaient des premiers en fait contributeurs à, au musée numérique qui pouvait être le musée d'Orsay, le musée du Louvre, par exemple le musée Picasso, d'autres établissements plutôt du coup effectivement parisiens. Et il y a depuis quelque temps un rééquilibrage, voire même une tendance inverse, puisque de très nombreuses collections régionales ont été agrégées au contenu, avec maintenant des contenus et des collections régionales arrivant des Hauts-de-France, de l'Île-de-France, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Corse, de Normandie et du Centre-Val de Loire cette année, du Grand Est l'année prochaine. On a aussi un objectif d'avoir l'ensemble des régions représentées dans les contributeurs aux collections régionales pour rééquilibrer aussi les offres de contenu et faire en sorte aussi que ces microfolies soient finalement un accès à du culturel, à du contenu culturel local, qu'il soit, alors évidemment il est numérique et il est en haute définition, mais voilà, c'est aussi cet objectif-là qui est affiché maintenant dans les contenus microfolies. Et je tenais à le signaler. Je prends l'exemple d'une collection Auvergne-Rhône-Alpes où les 430 contenus ou objets culturels proposés viennent de 32 partenaires culturels locaux, du musée de la chaussure jusqu'à la maison de la danse, en passant par le théâtre national populaire de Villeurbanne pour des captations vidéo. On a aussi évidemment de plus en plus de contenus locaux, et ça, je tenais également à le signaler. Je vois que l'heure tourne, donc j'en dirai pas plus. Un tout petit mot, puisqu'Emmanuel, vous l'avez cité, sur le printemps de la ruralité, vous dire simplement qu'à ce stade, on est à peu près 25 000 réponses dans la consultation, avec une représentation assez intéressante, autour de 7 000 habitants, un peu plus de 7 000 acteurs culturels, quasiment 3 000 associations et un peu plus de 3 000 élus. Donc, je suppose que vous l'avez sûrement déjà fait, mais n'hésitez pas à continuer à relayer cette concertation au niveau local, puisque la ministre avait écrit à l'ensemble des
des préfets de région voilà, pour diffuser cette consultation. Et comme vous le savez aussi certainement, de très nombreux débats auront lieu dans toutes les régions de France, organisés par les DRAC et les préfectures sur ce sujet. Donc, continuer à entendre aussi voilà, ce qu'est l'action culturelle au niveau rural et quelle est l'attente ou en tout cas la demande. Merci beaucoup, Guillaume. Vous trouverez dans le chat le projet, enfin la microfolie de la souterraine. Merci Julie d'avoir poussé le lien vers ce joli projet. Merci aussi à Léo pour partager la veille culture et territoire à travers un lien Scoopit. Vous propose, Guillaume, de garder la parole pour évoquer avec vous le dernier sujet, les microfolies. Nous avons une question sur quels sont les soutiens financiers pour la réalisation d'une microfolie? Est-ce qu'on est davantage sur des questions d'études et donc de phase amont? Est-ce qu'il y a un soutien également possible sur des dépenses opérationnelles? Vers qui finalement, chefs de projet et élus, Petite Ville de demain, peuvent-ils se retourner et pour obtenir quoi? Alors, la réponse, ça va être assez facile puisque c'est l'un des rares dispositifs du ministère de la Culture qui a été, qui peut bénéficier des crédits DSIL et DETR des préfectures de région, donc dans le cadre des appels à projets régionaux. Donc les préfectures de région ont mis en place depuis maintenant au moins 3 ans régulièrement des appels à projets régionaux qui permettent aux collectivités territoriales de déposer un projet en demande d'investissement. Donc pour de l'équipement, hein, très concrètement, un écran géant HD ou un ensemble de 9 dalles écran HD, des tablettes numériques, des poufs ou une organisation de chaises pour organiser la microfolie. Donc les soutiens en investissement sont tout à fait possibles côté préfecture lorsqu'il y a des appels à projets notamment en cours. Sur le fonctionnement, comme je le disais, il y a la possibilité de mobiliser notamment les VTA culture, mais aussi des services civiques. Mais en général, les collectivités territoriales essayent de trouver aussi en interne de la disponibilité RH, voire du redéploiement dans le cadre des équipes culturelles qui sont proposées au niveau local. Et cette année est prévue en appel à projets régionaux, hein, donc mis en œuvre par les préfectures de région, un appel à projets en Nouvelle-Aquitaine, un appel à projets en Centre-Val de Loire qui est en cours. Il est très probable qu'effectivement la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté puissent aussi en bénéficier d'un. Dans les autres régions, beaucoup d'appels à projets ont été mis en place en 2023 et en 2022 et 2023, avec parfois 2 sessions même en 2023. Donc, il y a peut-être un tout petit ralentissement des appels à projets régionaux, mais les crédits sont mobilisables côté préfecture, notamment sur l'investissement. Donc, ok. Donc, les choses se jouent à l'échelle de chacune des régions. Donc, les DRAC sont vos interlocuteurs privilégiés. Est-ce qu'il existe un annuaire au sein des DRAC ou des personnes qui sont particulièrement en charge de ces questions d'ingénierie culturelle? Oui, sur l'ingénierie culturelle ou sur les microfolies? Sur les divers sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, là, Sur les divers. Alors, j'évoquais le ouais, sujet ingénierie culturelle parce que c'était clairement la question qui était posée, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus facilement accès aux bons interlocuteurs dans chacun des territoires? tout à fait. Donc, nous avons à la fois un, un, enfin, nous avons à la fois un organigramme, en tout cas un réseau de contacts des référents ruralité dans les DRAC, qu'on peut tout à Mhm. fait effectivement vous communiquer, puisque ça avait été une demande des associations d'élus, hein, notamment, qui nous avaient demandé ce fichier. Donc, on a un fichier contact de référents ruralité dans les DRAC qui seront à la porte d'entrée sur l'ingénierie. Et on peut aussi vous communiquer la liste des chargés de déploiement des microfolies, puisque donc la Villette, donc l'établissement public de la Grande Halle à Villette, a mis en place dans 3/4 des régions françaises maintenant des chargés de mission déploiement pour accompagner le déploiement des microfolies. Donc ça aussi, on pourra le mettre à disposition, vous le mettre à disposition, donc évidemment
Oui. interlocuteurs et des participants au webinaire. Ouais, merci beaucoup. On mettra tout ça sur le site internet avec le replay et toutes les choses que l'on vous promet dans le cadre de l'heure qui nous regroupe aujourd'hui. Alors, je remonte le fil des questions pour peut-être évoquer des sujets en lien avec donc, les bibliothèques. Valérie, il semble avoir une incertitude ou une incompréhension entre bibliothèques en ruralité, ou est-ce pas est-ce au contraire pas des bibliothèques départementales et des questions sur finalement les financements possibles autour des boîtes à livres. Est-ce qu'il y a des crédits spécifiques? Est-ce que c'est possible d'obtenir un soutien dans le cadre de boîtes à livres en espace public? Est-ce qu'il faut que ce soit dans un périmètre ORT, etc. Comment concrétiser ce projet? Alors, merci Emmanuel. Alors, en effet, d'abord une précision. Les bibliothèques départementales, cette appellation désigne des établissements qui ne sont pas ouverts au public, mais qui sont à destination des bibliothèques rurales, c'est-à-dire des petites bibliothèques situées dans des communes de moins de 10 000 habitants. Ces bibliothèques départementales quelques-unes sont ouvertes un peu au public, mais en général pas du tout, hein. Elles constituent des collections qu'elles distribuent dans les bibliothèques les plus petites, hein. Vous connaissez tous aussi le fameux bibliobus de notre enfance, hein, mais ça existe encore. Il y a encore une centaine de bibliobus qui parcourent la France et qui offrent un service itinérant auprès des plus petites communes ou des quartiers les plus éloignés. Et elle pratique également de la formation des bénévoles et des professionnels d'ailleurs. Et puis, elle pratique beaucoup de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'elles aident. C'est bien pour ça que dans les contrats départementaux, nous aidons les bibliothèques départementales qui mettent à la disposition d'autres, des intercommunalités par exemple ou des communes, des personnels pour les aider à monter une bibliothèque, à structurer un réseau de lecture publique. Et par exemple, ce sont les bibliothèques départementales, les personnels de ces bibliothèques qui vont aider des communes qui ont des projets de construction de bibliothèques. Alors, je rappelle que les constructions de bibliothèques sont fortement aidées par l'État. Bien sûr, c'est les collectivités qui sont à l'origine des projets et qui les financent en grande partie, mais la dotation générale de décentralisation concours des bibliothèques, qui se monte cette année à 95 millions d'euros, aide beaucoup, beaucoup de bibliothèques rurales, hein. Et on construit beaucoup de bibliothèques en France pour arriver justement à ce chiffre un petit peu exceptionnel par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe. La France est le pays le plus maillé de bibliothèques, de 15 500 bibliothèques. Alors, donc ça, c'est très important. Les bibliothèques départementales sont des espèces de phares ou de pilotes de l'ensemble des bibliothèques rurales. Donc, quand on dit les bibliothèques territoriales, c'est à la fois donc ces points lecture, je vous ai dit, plus de 8500 points lecture, les bibliothèques départementales, les bibliothèques municipales ou intercommunales qui sont sous régie municipale ou intercommunale, comme leur nom l'indique. Alors, sur la question des boîtes à livres, alors, je rappelle que les boîtes à livres ne sont pas un service de bibliothèque, hein. C'est voilà, un dispositif très, 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 très pittoresque également, puisque ça anime beaucoup de communes, de petites communes, et puis ça permet justement à tous les habitants aussi de participer à la collecte, au dépôt. Dans le cadre d'une bibliothèque municipale, ça peut tout à fait être un service qui est développé par la bibliothèque, sous couvert justement d'une sélection et d'une sélection d'abord des ouvrages, d'un suivi aussi de la maintenance. Enfin, ça existe. En revanche, non, les bibliothèques, ce ne sont pas des bibliothèques, les boîtes à livres, donc ils ne sont pas véritablement aidés directement. Mais il y a des communes qui ont développé ce service pour justement laisser dans les plus petites communes dépourvues de bibliothèques au moins un point d'accès aux livres, en veillant bien à la qualité des sélections et à la qualité des livres qui sont déposés, en particulier pour la jeunesse. Puis je rappelle aussi que les bibliothèques font partie d'une grande chaîne du livre et que l'acquisition de livres neufs qui permettent de vivre et aux maisons d'édition et aux libraires et aux auteurs font partie des missions des bibliothèques. Donc non, il n'y a pas directement, en tout cas, d'aide pour les boîtes à livres. En revanche, les bibliothèques, les constructions sont aidées, les rénovations, les restructurations, le mobilier, l'achat de véhicules, tout ça, la numérisation de collections,
les bibliothèques numériques, par exemple, sont aidées également dans le cadre de cette dotation générale de décentralisation au concours des bibliothèques, qui est une dotation annuelle, hein, et qui est gérée directement en DRAC et ici également au ministère pour les plus grands projets. Merci beaucoup, Valérie. Nous avons également des questions sur le patrimoine religieux, sujet qu'a évoqué Guillaume. Est-ce que les aides et l'appui que vous avez évoqués concernent uniquement les édifices protégés ou est-ce que c'est plus large? Et seconde question, il y avait en lien avec qui était peut-on avoir accès aux fiches? Nous avons d'ores et déjà indiqué dans le chat que nous mettrons tout ça à disposition sur la page du présent webinaire et du replay, mais Guillaume, je vous laisse répondre sur ces deux points. Alors effectivement, sur les fiches, du coup, oui, on pourra les proposer dans le cadre du Elles sont d'ores et déjà webinaire numérique. disponibles apparemment. Elles Merci sont déjà, Julie. voilà, vous avez déjà Parfait. répondu. Sur la première, l'instruction qui a été notamment envoyée la circulaire plutôt, qui a même été mise en place l'année dernière et envoyée au DRAC, elle encourage aussi à protéger de nouveaux édifices ou objets mobiliers religieux au titre des monuments historiques. Donc possibilité d'ouvrir à la protection de nouveaux édifices et réévaluation de la protection des biens immobiliers ou mobiliers déjà protégés au titre des monuments historiques. Mais voilà, après je pense qu'effectivement le contact privilégié sera la conservation régionale des monuments historiques au niveau local pour les exemples très locaux et ruraux, très concrets, qui appartiennent à chaque territoire. Hmm. Je remonte encore le fil de questions et nous avons quelques interrogations sur le fonds d'initiative territoriale. Finalement, quels sont les porteurs éligibles? Est-ce uniquement les collectivités? Est-ce que les porteurs de projets culturels sont également éligibles? Et finalement, quid du renouvellement de ce fonds? Est-ce qu'il est reconduit annuellement? Donc c'est le fonds d'innovation territoriale, le FIT, fonds d'innovation territoriale. Ah, j'ai dit autre chose peut-être? C'est pas grave. C'est vrai? Bon, Tout le toutes monde les dit, excuses. tout le monde dit autre chose. Ces acronymes sont toujours compliqués à retenir. Il y a Les excuses. absolument aucun problème. Euh, il est pour l'instant effectivement reconduit annuellement. Donc, avec la réserve que je vous indiquais, à savoir que de très nombreux projets sont, sont sur 2 ou 3 ans. Donc à partir du moment où on s'est engagé l'année dernière, on continue à s'engager cette année, ce qui fait que de très nombreux projets déjà engagés en milieu rural l'année dernière sont reconduits cette année, donc pour venir un peu évidemment gréver l'enveloppe disponible. Et ensuite au niveau des porteurs de projets, il est plutôt orienté non collectivité territoriale, mais dans le cadre effectivement de France Ruralité et dans le cadre de projets culturels de territoire, il s'est ouvert effectivement également aux collectivités territoriales sur l'ingénierie. Alors D'accord. qu'il était un petit peu moins jusqu'ici, mais voilà, on a ouvert aussi cette dimension-là pour que les collectivités territoriales puissent s'emparer de ce fonds d'innovation territoriale sur de la demande liée à l'ingénierie et du coup venir effectivement pouvoir bénéficier de ce fonds d'innovation territoriale. Très bien, et je relais une dernière question dont je ne suis pas sûre d'avoir bien, que je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi, mais au sujet des volontaires territoriaux de l'administration, nous avons au dernier compte qui date un peu, en tout cas au sein des petites villes de demain, pas loin d'une centaine de VTA qui ont pu soutenir et appuyer un chef de projet Petite Ville de demain dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est une opportunité dont un certain nombre de PVD se sont saisis. La question est, est-ce que le VTA peut-il apporter des subventions aux communes sur une étude pré-op tiers-lieu, en dépenses opérationnelles également? Même question sur les microfolies. Euh, alors pareil, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Donc, si la personne qui l'a posée veut éventuellement prendre le temps de quelques secondes pour la reformuler, on prend volontiers, mais je vous laisse poursuivre, Guillaume. Le VTA, alors le VTA, il peut être mobilisé pour effectivement une mission d'expertise, d'ingénierie, de recherche de subventions. Euh,
dans le cadre de la mesure ingénierie France Ruralité. Après, il n'a pas la main sur, enfin, il n'a pas de moyens dédiés, donc il ne pourra être qu'un levier vers les subventions du ministère de la Culture ou des DRAC. Mais ça peut être en tout cas une mobilisation. On peut, pourquoi pas, si une collectivité souhaite mobiliser un VTA pour faciliter. Alors, Victor, qui posait la question, a précisé, il se demandait si le VTA était uniquement un appui en ingénierie ou il pouvait aussi mobiliser sur la réalisation lui-même de l'étude pré-op pour la réalisation d'un tiers-lieu. Ah oui, oui, si la compétence est là, c'est évidemment possible. Ok, très clair. Merci pour ces précisions. Est-ce que Guillaume ou Valérie, vous souhaitiez apporter quelques éléments complémentaires puisque nous avons à ce jour fait le tour des questions? Ah si, il y en a une qui me vient, pardon. J'enchaîne. Serait-il possible de mobiliser les clubs PVD Action Cœur de Village d'Agny en préfecture pour organiser des ateliers culture et territoire avec les chefs de projet? Visiblement, c'est quelque chose qui a été réalisé en Ardèche avec la DRAC. Et ben, écoutez, bien pris pour cette idée. C'est vrai que l'animation du programme Petite Ville de demain et des bénéficiaires du programme Petite Ville de demain se fait par la NCT à l'échelle nationale, mais aussi et surtout par les préfectures et les directions départementales des territoires dans les départements. Donc, très bien si ça a déjà été réalisé. C'est quelque chose que nous pourrons suggérer dans le réseau des services déconcentrés. Guillaume, Valérie, pardon, je vous laisse le mot de la fin si vous souhaitez apporter quelques précisions. Non, pas particulièrement. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, je terminerai sur le printemps de la ruralité, puisqu'il est une continuité de France Ruralité aussi. Donc, merci à la NCT d'abord d'avoir pu effectivement relayer cette grande consultation nationale voulue par la ministre de la Culture. Et donc, la consultation se poursuit. Vous pouvez rappeler la date de clôture, justement? On clôture à la fin du mois de mars, le dernier jour, le 30 mars, je crois. Parfait. Et ensuite, des assises nationales seront organisées en avril, quelque part en France. Le suspense est maintenu. Valérie, dites-moi. Oui, je vous incite tous à, si vous pouvez mettre la main sur ces atlas des bibliothèques, vous verrez la multiplicité de services qu'offrent les bibliothèques et pensez qu'il y a beaucoup d'aides qui sont apportées, c'est souvent plus qu'à d'autres types d'établissements culturels. Et je vous signale par exemple que les extensions des horaires d'ouverture, ça a très très bien marché en ruralité. Il y a beaucoup de petites bibliothèques qui étaient ouvertes 2 heures, 4 heures, 6 heures, qui sont maintenant ouvertes plus de 12 heures le samedi, voire même quelquefois le dimanche matin au moment du marché ou au moment où le bourg est très animé. Donc les bibliothèques sont par définition des tiers-lieux, puisqu'il s'y passe beaucoup de choses. Et si vous regardez cet atlas, vous verrez la multiplicité de services que peuvent rendre ces bibliothèques, y compris dans les plus petits villages. Merci beaucoup, Valérie. Merci Encore une beaucoup à la nouvelle fois. NCT. On est très, très content de participer à ce webinaire et on est tout à fait à votre disposition pour intervenir où vous voulez. Votre enthousiasme est entendu et ressenti. Merci beaucoup à tous les deux. Comme convenu, et ce qu'on a dit tout au long du webinaire, toutes les informations et documents qu'on vous a promis ou liens, on les mettra à disposition sur la page dédiée à ces webinaires France Ruralité qu'on vous remet, que vous retrouverez dans le chat. Je prends les quelques secondes qui me restent pour annoncer aussi la petite page de pub, la saison thématique sur la participation et l'engagement citoyen que j'évoquais tout à l'heure, qui démarre dès la semaine prochaine avec le rendez-vous des élus lundi 11 mars à 14 h. Nous avons concocté beaucoup de rendez-vous numériques, mais aussi un rendez-vous en présentiel durant les prochaines semaines. Le 12 mars, nous aurons un premier webinaire, les clés pour agir, comment développer l'engagement citoyen dans ma petite ville de demain. Je vous invite à vous y inscrire et à participer. Et toujours la semaine prochaine, le 14 mars, un webinaire dédié à l'offre de services Cap Collectif et la Banque des Territoires. Merci à tous pour avoir participé à ce moment. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.